Je vais te faire un aveu à ce propos. J'espère que tu ne le diras à personne. Je suis devenu raciste. En tout cas, je ne me sens à l'aise qu'avec les blancs racistes. Avec eux, je suis confiant. Je sais à quoi m'en tenir. Je sais où je mets les pieds. Tout de suite, je me dis, tiens, voilà un blanc. En revanche, je me méfie de ceux qui ont un ami sénégalais, camerounais ou ivoirien. Les messieurs, moi, je connais bien les noirs. Les messieurs, moi, j'ai vécu 20 ans en Afrique, qui n'écoutent que Miles Davis ou Bob Marley, qui ne jurent que par la spontanéité et l'élégance naturelle des nègres. Ceux-là, je m'en méfie. Ils me foutent mal à l'aise. Moi, j'aime les situations tranchées. Tu es raciste? Je suis raciste. Parce que si tout le monde peut être noir ou blanc, tout le monde peut devenir raciste au moins. Comme ça, plus de bagarre. Chacun sera avec chacun, avec l'idée que les autres ne sont que des imbéciles, des moins que rien, qu'on est le seul représentant de l'espèce humaine. Et chacun hurlera des mots castrés en croyant donner des ordres aux autres. Ma concierge aussi est raciste. Dès que je l'ai vu, j'ai tout de suite senti. Normal. Il n'y a qu'un sorcier pour reconnaître le regard d'un autre sorcier. Mais elle est devenue très gentille avec moi à présent. Elle est sincèrement devenue très gentille. Elle m'appelle monsieur. Oh, je m'en fous au fond qu'elle m'appelle monsieur. Mais qu'est-ce que tu veux? Elle veut m'appeler monsieur. Eh bien qu'elle m'appelle monsieur. Monsieur, du courrier. Monsieur, une lettre du pays. Le téléphone, monsieur. Une lettre de l'EDF, monsieur. Électricité de France. Oh, on vous aime bien du côté de l'électricité de France. Des fois, quand j'ai pas de courrier, elle me taquine. On vous a oublié aujourd'hui au pays, monsieur. Ça doit être terrible de mourir à l'étranger. C'est comme si on n'avait jamais vécu. Parce qu'à l'étranger, c'est quelqu'un qui accroche sa vie comme on accroche son manteau à l'entrée d'une maison. C'est quelqu'un qui attend de vivre. Tu vois la fenêtre là-bas, entre les deux peupliers? Ils n'ont l'air de rien comme ça, mais ce sont des calamités. Le pollen. Enfin bref, dans peu de temps, dès qu'il y aura la lumière, tu verras une fille entre les deux peupliers. Chaque fois qu'elle arrive, elle se déshabille. Et aussitôt, j'éteins la lumière. Je me mets donc dans le noir.
et je la regarde. Jusqu'à la mi-mars, il est encore possible de la voir. Mais passé le 15 mars, impossible. Les peupliers font barrage de leur feuillage comme pour la protéger. Au pollen s'ajoute donc cet autre désagrément. Quoi? Tu t'en vas? Oh, attends un peu. Oh, tu déconnes. On dîne, puis je te raccompagne. Hein? On fait comme ça? Hein? Ok? Ah, c'est toi. Même à 1 heure, il y a encore des métros. Et c'est ça? Fais-moi non. À mon nom, carrément. Déconnement. Ni mon c'est comme Kousoubadje. À tante Kadoum, sa propre tante qui l'a mangé en sorcellerie. Elle l'a livré au sorcier de Jimmy pour payer une vieille dette de chair. C'était le seul étudiant. Il était le meilleur ami de mon grand frère. À son enterrement, la voilà. Regarde. Elle commence déjà à se déshabiller. Oh, tu vois, elle est enceinte. Je me demande bien qui lui a fait ça. Jamais je n'ai vu personne entrer chez elle. Ah, peut-être que quand elle n'est pas chez elle, elle est chez lui. Sinon, elle est toujours seule. On est toujours seul ici. Sur mon palier, je n'ai jamais rencontré personne. Pourtant, j'entends des fois des pas, des voix et même des rires. C'est tout. En revanche, je sais qu'eux me connaissent. Qu'ils m'ont même déjà vu. Parce qu'il est impossible que je passe inaperçu. Ils savent certainement tout sur moi. La concierge les aura renseignés. Il s'appelle comme ci ou comme ça. Et il vient de tel ou tel pays. D'une manière ou d'une autre. Ils savent mon âge, mes goûts politiques. Si je déteste les blancs. Si je suis pédé ou pas. Ils savent tout sur moi. Ils savent que je suis seul. Que souvent je parle seul. Que souvent je ris seul. Que souvent je pleure seul à chaudes larmes. Ils savent tout sur moi. Ils savent qu'il m'est égal de vivre, comme il m'est égal de mourir. Déjà montre. C'est un couple de jeunes gens qui habitent de l'autre côté. Dès qu'ils tourneront à l'angle, la fille se mettra à rire. C'est toujours le même rire, comme si c'était un rite. En écoutant attentivement leurs pas, on se rend compte qu'ils sont seuls. Même à deux, ils sont seuls.
Voilà, à force de parler de tout et de rien, je ne sais plus où j'ai laissé le frère. Ah oui, l'ami de mon grand frère, je ne sais plus où je l'ai laissé. Je crois qu'on l'enterrait. Oui, c'est ça, on l'enterrait. Je disais donc qu'il était le seul étudiant de Jimmy, l'espoir. Les sorciers exigeaient l'espoir. La tante le leur a livré et ils l'ont mangé, l'espoir. Il y a quelques années, un centenaire est mort chez eux. Quelle funéraille! Grandiose! Simplement grandiose. Cet homme est mort il y a, si je ne m'abuse, 7 ans. Il avait eu beaucoup d'enfants. Plus de 50. L'une de ses filles s'était mariée avec un homme de chez moi. Une véritable diablesse, cette fille. Une déconnarde qui avait hérité le déconnement de ses ancêtres et qui avait déconné sur tous les gens de mon village et même sur les bébés qui t'étaient encore. Une planche à pain, une planche à repasser avec des genoux qui se croisaient, l'œil droit qui clignotait à gauche tandis que l'œil gauche guettait à droite. Une femme aux lèvres amères, à la bouche amère, à la langue amère. Une femme amère. Une femme qui avait, pour parler comme les blancs, la tête près du bonnet. Une méchante femme. Une femme qui insultait même les poulets des gens qu'elle n'aimait pas. On disait que dans ses veines coulait le déconnement à la place du sang. L'emmerdeuse. Une vilaine femme aussi vilaine qu'un cadavre qui louche. L'homme de chez moi avec qui elle s'était mariée était un ancien combattant, non plus exactement, un ancien clairon des troupes françaises qui se faisait appeler Allemand. Dans la foulée, il avait surnommé son emmerdeuse de femme Gestapo. Très peu de personnes acceptaient cependant de l'appeler Gestapo, pour une raison fort simple. On estimait que ce nom à la fois beau et exotique, outre le fait qu'il leur paraissait inarticulable, seyait mal à une personne aussi laide que la femme d'Allemand. On l'appelait donc invariablement la folle ou la sorcière. Devant la case d'Allemand flottait le drapeau français qu'il saluait tous les lundis matins en chantant la Marseillaise. Après ce rituel, car ça n'était qu'un dans son esprit. Après donc ce rituel, comme pour dire à tout un chacun qu'il venait de rendre les honneurs au drapeau à De Gaulle. Le drapeau, il l'avait surnommé De Gaulle. Donc, pour dire à tous qu'il venait de saluer De Gaulle, il soufflait dans son vieux clairon. Le général De Gaulle, c'était son Dieu. Il était pour lui l'homme qui avait prouvé que les Français, eux aussi, étaient des hommes. Parce que la guerre, disait-il, les Blancs de France ne l'avaient pas faite vraiment. Les Allemands étaient venus dans ce pays, occuper ce pays, comme si jamais auparavant cette terre n'avait été habitée par des hommes. Alors, De Gaulle, ce vrai Dieu blanc, avait eu l'intelligente humilité de faire appel à eux, les tirailleurs sénégalais. Devant les Allemands, De Gaulle s'était dressé seul. Il avait dit non, lui seul. Et lui, des hommes comme ça, il les respectait. Pour lui, la France, c'était De Gaulle. Voilà pourquoi le drapeau tricolore s'appelait De Gaulle. Mais l'Allemagne... Lili Marley, Lili Marley. Ah, l'Allemagne. L'Allemagne, c'était autre chose. L'Allemagne,
C'était le courage, la vaillance, la ténacité, la discipline. Ah, Discipline des Allemands. Voilà ce qu'il appréciait le plus chez les Allemands, la discipline. Dans sa case, il y avait une croix gammée. Et chaque fois qu'il saluait quelqu'un, il le faisait avec le salut hitlérien. Hitler, ne connaît pas. Il ignorait même tout de cette guerre où deux de ses frères avaient trouvé la mort. Il savait seulement que d'autres blancs qui s'appelaient Allemands avaient provoqué De Gaulle et les vrais blancs de France. Comme beaucoup, Allemands croyaient que les Français étaient l'unité de mesure en matière de race blanche. Mais, vrais blancs ou pas, les Allemands étaient de vrais guerriers. Il avait décidé de s'appeler Allemand parce qu'il estimait que son propre courage n'avait d'égal que celui des Allemands. Allemand était le 7e mari de la femme amère. Mais ils ont fini par casser eux aussi. Une affaire terrible que personne n'a encore oubliée chez moi. Ce jour-là, alors qu'elle pilait son foutou, Gestapo constata qu'Allemand était absent. Elle savait que son mari jouait encore une fois au ludo chez le chef du village. Allemand avait en effet un vice. Il adorait jouer au ludo. Passion que sa femme supportait très mal, d'autant qu'il y misait et perdait presque tout l'argent du foyer. L'idée qu'Allemand prenait du bon temps en jouant de surcroît au ludo l'énervait passablement et elle ruminait des insultes contre son mari absent. Peu à peu, grisée par ses propres insultes, elle s'oublia et reçut le pilon sur les doigts. Elle se redressa hurlant de douleur avant de se diriger chez le chef. Ceux qui avaient suivi le manège de la femme venue du village fou sentirent qu'il flottait dans l'air un rayon d'électricité comme une menace et la suivirent. Allemand était effectivement là et il jouait. Il secouait énergiquement la petite boîte contenant le dé en appelant un à son secours afin d'empocher la mise. Bidé, bidé, si tu t'en dis moi, sors un. Il dit un seulement. Un. Bidé, c'est moi, Allemand, qui peux toi. Mon chéri, un. Mon amour, un. Sa femme lui bondit dessus. Toi, je suis à la maison, le pilon m'écrase les doigts et tu es assis ici sur ton cul de chimpanzé pour dire bidé, bidé. Quel bidé de ta putain de mère. Et dans le même élan, elle fit valser les pions et le dé. Et avant même qu'Allemand ait eu le temps de réaliser ce qui se passait, Gestapo lui avait volé dans les plumes. Parce qu'elle n'était pas uniquement une grande gueule, elle savait se battre et elle se battait comme un homme. Allemand vacilla, mais resta debout. Tu comprends? Ça n'aurait pas été bien. À son tour, il gifla la femme. Elle s'écroula. Et lorsqu'elle se releva, elle ne dit mot. Elle ne fit rien. Et aucune larme ne coulait sur ses joues. Elle se dirigea vers chez elle, comme si de rien n'était. Mais Allemand, qui connaissait sa femme comme la langue connaît les dents, lui emboîta le pas. Il sentait que le déconnement était en train de la posséder. Il ne s'était pas trompé. Une fois à la maison, Gestapo descendit le drapeau et le déchira. Allemand arriva trop tard. De Gaulle traînait dans la poussière tandis que Gestapo, poing à la hanche, jambes écartées, les yeux fièvres de haine et tout le corps frissonnant de rage, semblait prêt à tout, c'est-à-dire au pire. Voilà ton De Gaulle, je l'ai déchiré. Désormais, plus de champ de guerre dans cette maison. De Gaulle, c'est fini. Si tu n'es pas content, me voilà. Fais ce que tu veux. Si tu le peux. Allemand était là, immobile, hagard d'incrédulité. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça, De Gaulle? Pourquoi? Moi, je t'ai giflé, c'est vrai, mais De Gaulle, qu'est-ce qu'il t'a fait, lui? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça à quelqu'un que tu ne connais pas, à quelqu'un que tu n'as même jamais vu? C'est faux!
le connaît. Et elle avait raison. À l'époque, le général de Gaulle était allé en visite au pays. À cette occasion, on avait demandé à tous les anciens combattants de se rendre à la capitale parce que de Gaulle voulait lui-même les serrer sur son cœur. Une invitation qu'Allemand avait très mal prise. De Gaulle aurait dû l'inviter personnellement parce qu'ils étaient amis. Pourquoi l'avoir invité avec tous les autres comme un groupe d'écoliers? Ce sont des choses qu'on ne fait pas à un ami. D'ailleurs, soutient-il, ce n'est pas De Gaulle qui a lancé ces invitations fantaisistes. C'est le président. Non, lui, De Gaulle ne pouvait pas lui faire ça. Hein? De Gaulle l'avait salué. Sa main avait touché la main de Gaulle. De Gaulle avait mis une médaille sur sa poitrine pour son courage et l'avait embrassé 2 fois. Une fois sur la joue droite et une autre fois sur la joue gauche. Alors, il ne répondra donc pas à l'invitation du président. Il ira à la capitale, mais il ira de son propre chef. Tu m'avais demandé de t'accompagner. J'espère que ta mémoire de hyène s'en souvient. Évidemment qu'Allemand s'en souvenait. Il avait acheté une bouteille de gin qu'il espérait remettre en main propre à son ami De Gaulle. Mais, lorsque nous sommes arrivés, De Gaulle t'a-t-il seulement regardé? Hein? T'a-t-il même vu? Hein? Réponds maintenant! Réponds! En effet, les choses ne s'étaient pas passées comme il l'avait imaginé. D'abord, ils furent noyés dans la foule, comme tout le monde. Il aura fallu jouer des coudes pour accéder au premier rang. Néanmoins, cette réception pour le moins incongrue n'avait pas réussi à altérer l'ardeur d'Allemand. Il voulait voir son ami De Gaulle et il le verrait. Ne s'était-il pas drapé dans le drapeau français pour mieux se détacher du reste de la foule? À ses côtés, sa femme aux lèvres amères tenait la bouteille de gin. Soudain, les sirènes. Le cortège arrivait, les petits drapeaux s'agitèrent de plus en plus fébriles. Bientôt, le cortège fut au niveau du couple infernal. De Gaulle! De Gaulle! De Gaulle! Mais voilà! Ma générale! Je suis là! C'est moi, Allemand! C'est moi, Allemand, ma générale! Et tirailleur sénégalais! La foule s'ébranla. Derrière, chacun voulut voir le grand chef blanc qui leur avait généreusement offert l'indépendance. On poussa donc de derrière, Allemand et Gestapo furent projetés à terre et piétinés. Lorsque le calme revint, le cortège s'était éloigné et la bouteille de gin avait disparu. Allemand se releva, serrant contre lui le drapeau français, comme s'il avait peur de le perdre lui aussi. Ses larmes coulaient pendant que sa femme fulminait. Alors, ton De Gaulle, tu l'as vu? Hein? De Gaulle, hein? Tu l'as vu? Il ne t'a même pas jeté le moindre regard. Hein? De Gaulle, mon ami, gna gna gna. De Gaulle, on ne peut pas dormir dans ce village. Tu l'as vu? Ceci dit, hein, ton De Gaulle, je l'ai vu. Et je peux te garantir que la prochaine fois, tu viendras seul. Ce n'est pas pour un type comme ça que moi je quitterai le village. Mais revenons au soir du drame.